connaissent pas, je m'appelle Roland Creta, je suis nutrithérapeute. J'officie en Suisse romande dans divers cabinets pour tout ce qui est nutrithérapie. Et voilà. Nous vivons dans une société toxique pour notre santé. La nourriture industrielle nous rend malades. La pollution, le stress, les produits chimiques font partie de notre quotidien et ce sont des faits. Il est encore temps d'y réchapper. Ne soyez plus consommateurs, devenez acteurs de votre santé. L'intuition que l'alimentation puisse avoir un effet sur la santé est très ancienne. Hippocrate disait il y a déjà 2400 ans, mais d'autres l'avaient précédé si l'on croit les papyrus retrouvés dans les tombes de l'ancien Égypte. D'après ces papyrus, l'acte alimentaire est considéré comme un acte de santé à part entière. Il convient d'aller plus loin dans cette réflexion. Avant de remplir son estomac, on remplit son assiette, ce qui implique de préparer le repas au préalable et donc de choisir une méthode de préparation, une association de saveurs, de couleurs, d'odeurs qui nous soit agréable au palais. Mais comment cuisiner bon pour la santé sans avoir choisi au préalable des matières premières de qualité? Comment obtenir un mets riche en saveurs, flattant le palais sans avoir des ingrédients eux-mêmes savoureux? Quelle méthode de cuisson choisir pour quel aliment? Notre but est d'aider chacun à reprendre son alimentation dans le bon sens, ce qui nous transforme en acteurs de santé à part entière. Les marchands de doute maintiennent ainsi un flou qui leur permet de continuer à faire leur publicité arguant que leurs produits ne provoquent pas de maladies sauf chez les personnes déjà susceptibles. Il est grand temps que les discours des nutritionnistes, nous entendons par là les personnes réellement compétentes en matière de nutrition, santé, médecins ou non, diététiciens ou non, deviennent plus homogènes, plus cohérents, moins commerciales. Ils doivent devenir une boussole plus efficace pour aider chacun à retrouver son chemin dans le dédale de ces questions de santé publique. Ensuite, on a l'eau. L'eau dont ne peut pas se passer, selon Koichiro Matsuura, qui est l'ancien directeur général de l'UNESCO, la pénurie d'eau douce est le plus grand danger pesant sur la planète. Lord Byron disait « Jusqu'à ce que la douleur le lui enseigne, l'homme ne sait pas quel trésor est l'eau. » L'eau est dans le monde un bien vital, commun et patrimoine de l'humanité. Il faut savoir qu'actuellement, environ 5% de l'eau douce dans le monde est privatisée. Nous sommes faits d'eau. L'eau représente 60 à 70% de notre poids sous forme de sang, 5%, de lymphe, 15%, de liquide entre les cellules, 20%, et de liquide intracellulaire, 50%. L'eau circule d'un compartiment à un autre, par exemple du sang jusqu'à un tissu, par un phénomène d'osmose. Un fœtus de 2 mois est composé de 97% d'eau, un nourrisson à 80% d'eau, un enfant de 5 ans 65% et un adulte de 70%. La répartition, nous sommes censés absorber autant que nous éliminons, soit 1,5 litre dans les urines, 600 ml par la peau, 300 ml par les poumons, 100 ml par les matières fécales. La sortie totale d'eau chaque jour atteint 2,5 litres. C'est ce que l'on appelle la balance hydrique, qui doit s'adapter en permanence en fonction de la condition météo de chaque changement de notre mode de vie. Dans notre tube digestif transite au moins 10 litres d'eau, 1 litre de salive, 1 litre de liquide gastrique, 1 litre de bile, 1 litre de liquide pancréatite, 1 litre par mètre d'intestin grêle qui mesure 4 à 6 mètres. Ensuite, on a l'intestin, un rôle essentiel. Notre microbiome intestinal,
Vous ne souffrez peut-être pas de troubles extrêmes ni incurables qui nécessiteraient des médicaments ou des traitements intenses. Pourtant, il apparaît qu'un microbiote non fonctionnel pourrait être à l'origine de maux de tête, d'anxiété, de difficultés de concentration ou d'une vision négative de la vie. Alors, on a la digestion consiste à transformer les aliments par le procédé chimique et mécanique en éléments infiniment petits et assimilables, les nutriments. Alors là, on a le dessin et je vais vous faire le récapitulatif de la descente. La bouche qui démarre les transformations des aliments par la mastication et la salivation. L'enzyme amylase, alors sécrétée, déclenche la digestion des glucides. Deux conditions favorisent la salivation et optimisent la production générale d'enzymes, un appétit réel venant de l'estomac et l'attraction par la vue et l'odorat des mets cuisinés avec goût. Dans l'œsophage, après la déglutition, le bol alimentaire est conduit par un mouvement successif vers l'estomac. Dans l'estomac interviennent des sucs gastriques et de nombreuses enzymes comme la pepsine qui est capable de digérer des protéines. Le bol alimentaire par malaxage successif est transformé en bouillie qu'on appelle le chyme. Le foie est la centrale d'épuration du sang. Il doit éliminer les déchets dont une partie passe dans la bile. La vésicule biliaire engrange la bile puis l'envoie au duodénum par le canal cholédoque afin de contribuer à la dégradation des graisses. Le pancréas joue un rôle clé dans la digestion. Grand producteur d'enzymes, proétase, digestif de protéines, lipase, la digestion des graisses, et amylase, pancréatite, la digestion des glucides. Il produit également du bicarbonate de soude afin de neutraliser l'acidité de l'estomac. L'intestin grêle assure 90% de l'absorption des nutriments. Les nombreuses villosités qui tapissent représentant une étendue de 350 mètres carrés, c'est-à-dire la surface considérable d'intoxination en cas de porosité intestinale. À raison de 12 contractions par minute, le chyme progresse vers le côlon. Le côlon doit assurer la décomposition des éléments non digérés lors des phases antérieures. Ce sont essentiellement des bactéries qui assurent cette phase de digestion. Cependant, une enzyme, la cellulase, est chargée de digérer les fibres et les résidus. Sa présence en trop faible quantité est la cause de nombreux gaz et de ballonnements lorsque le côlon est perturbé par des remontées fermentives. Le grêle l'est aussi. Le rectum qui concentre les résidus déshydratés de la digestion dispose sur ses parois de récepteurs qui envoient des influx nerveux vers la moelle épinière. Celle-ci renvoie à son tour des influx nerveux par le parasympathique au côlon, au rectum, à l'anus. Cette dernière intervention permet l'expulsion par l'anus de ces résidus grâce à un sphincter externe volontaire. Ensuite, on a 10 fois plus de gènes dans le microbiote. Les microbiotes intestinales, le terme le plus adapté pour éloigner les micro-organismes qui cohabitent dans votre intestin vous aide à digérer est probablement celui du super-héros. On en dénombre au moins 10 000 espèces, mais certains experts affirment qu'elles pourraient dépasser les 35 000. De nouvelles technologies apparaissent afin de faciliter le travail d'identification des chercheurs, car le nombre d'entre elles ne peuvent pas être cultivées par la méthode classique en laboratoire. Vous avez probablement étudié au collège le fonctionnement du système digestif, le processus de conversion des aliments et des nutriments absorbables, l'acide et les enzymes stomacaux, ainsi que les hormones qui participent au processus. Vous avez dû apprendre les étapes que suivent les aliments de la bouche à l'anus. Vous avez peut-être même compris comment le glucose, la molécule du sucre entre les cellules, peut être utilisé comme énergie.
mais vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ce véritable écosystème à l'intérieur de votre tube digestif qui commande pratiquement tous les systèmes de votre organisme. On n'a jamais évalué vos connaissances sur ces bactéries intestinales dont l'ADN pourrait avoir un impact plus important sur votre santé que votre propre ADN. Les nombreuses pathologies qui en découlent. Alors, je suis emmêlé dans les feuilles. Voilà. Vous ne trouverez peut-être pas de troubles externes ni incurables qui nécessitent des médicaments ou des traitements intenses. Pourtant, il apparaît qu'un microbiote non fonctionnel peut être à l'origine des maux de tête, d'anxiété, de difficultés de concentration, d'une vision négative. Là, je vous prodigue les recommandations de pratique complète. Les avantages escomptés ne s'arrêtent pas là. Ces nouvelles découvertes scientifiques peuvent contribuer à améliorer les pathologies suivantes. Allergie alimentaire, TDAH, asthme, autisme, allergie, intolérance alimentaire, fatigue chronique, troubles de l'humeur, diabète ou dépendance au sucre et aux glucides, surpoids, obésité, problèmes de mémoire, constipation chronique ou diarrhée, infection ou rhume fréquent, troubles digestifs, insomnie, inflammation articulaire, douloureuse ou arthrite, hypertension artérielle, artérosclérose, infection fongique, problèmes de peau tels qu'acné ou eczéma, mauvaise haleine, maladie gingivale et problèmes dentaires, syndrome de Gilles de la Tourette et symptômes des règles de ménopause extrême. Le microbiome caractérise l'ensemble des micro-organismes hébergés par notre corps ainsi que leur matériel génétique. La plupart des organismes constitutifs du microbiome sont des bactéries qui colonisent essentiellement notre intestin. Constituant notre flore intestinale ou microbiote avec lesquels nous interagissons en permanence, y compris sur le plan génétique. La composition du microbiote est particulière à chaque individu. L'état de notre flore intestinale détermine de nombreux aspects de notre physiologie et tout particulièrement la santé de notre cerveau. Ensuite, on a l'évolution intestinale vers l'inflammation, la porosité et la dégénérescence. La coupe transversale de l'intestin grêle vers ces 3000 villosités. Les villosités, c'est ce que vous voyez là avec les petits pics qui sont en vert. Par centimètre carré, offrant 350 mètres carrés d'absorption. Dans la lumière du grêle se forment des enzymes digestives et des hormones chargées de stimuler la production enzymatique du pancréas. Les villosités, lieu de pénétration des nutriments par les jonctions, ça veut dire que vous voyez où c'est ouvert de chaque côté, circuits sanguins et lymphatiques par lesquels sont transportés les nutriments, muqueuses qui commandent les contractions, séreuse et péritoine. La muqueuse présente des glandes à mucus et des cellules productrices de sérotonine. Elle produit 70% de nos anticorps. Tissu muqueux sain que vous voyez à gauche, on voit ici que les jonctions sont étroites. Elles vont laisser passer les nutriments et vont retenir les éléments indésirables ainsi que les macromolécules alimentaires inadmissibles. Tissu muqueux enflammé, déformé, les jonctions sont béantes comme vous le voyez à droite. C'est l'état de porosité, point de départ des intoxinations, des allergies ou des maladies auto-immunes. Les villosités sont émoussées, rongées par les anticorps suite au rejet des molécules jugées inadmissibles. On comprend que la restructuration de la muqueuse mettra plusieurs mois. Ensuite, on a le cerveau. Nous sommes dotés de 2 cerveaux. La compréhension totale du lien entre l'intestin et le cerveau exige des compétences en immunologie, en pathologie, en neurologie, en oncologie, mais
Je vais simplifier votre intention. Souvenez-vous la dernière fois, souvenez-vous de la dernière fois où vous avez eu mal au ventre parce que vous étiez inquiet, anxieux, effrayé ou éventuellement très joyeux. C'était peut-être avant de passer un examen important, de parler devant un groupe de personnes ou de vous marier. Les chercheurs viennent de découvrir le lien intime entre votre intestin et votre cerveau est en réalité bidirectionnel. Tout comme le cerveau peut transmettre de la douceur à votre estomac, votre intestin peut transmettre son état de calme ou d'inquiétude à votre système nerveux. Le nerf vague que vous voyez où c'est marqué nerf en jaune sur le dessin, le plus long des 12 nerfs crâniens est le principal canal d'information entre les centaines de millions de cellules nerveuses de notre système nerveux intestinal et de notre système nerveux central, également connu sous le nom de nerf X. Il s'étend de la base du cerveau à l'abdomen et assure de nombreuses fonctions involontaires de l'organisme, des tâches importantes telles que le maintien de la fréquence cardiaque et le contrôle de la digestion. Il s'avère que la population de bactéries intestinales stimule directement les cellules le long du nerf vague et influe sur leur fonctionnement. Comme le font les neurones, certains microbes de l'intestin peuvent en réalité libérer des messages chimiques qui s'adressent au cerveau avec leur propre langage par le biais du nerf vague. Lorsque vous imaginez votre système nerveux, vous vous représentez probablement votre cerveau et la moelle épinière. Mais ce n'est que le système nerveux central. Vous devez également prendre en compte vos systèmes nerveux intestinal ou entérique, indissociables du tube digestif. Le système nerveux central et le système nerveux intestinal se forment à partir du même tissu initial au cours du développement fœtal et se sont reliés par l'intermédiaire du nerf vague. Vague signifie vagabond, d'où il découle que le mot vagabond possède la même racine étymologique, un terme bien choisi pour ce nerf qui parcourt le système digestif. Les neurones de l'intestin sont si nombreux que les chercheurs le qualifient maintenant du deuxième cerveau. Non seulement ce deuxième cerveau régule l'activité musculaire, les cellules immunitaires et les hormones, mais il produit également des substances réellement importantes. Les antidépresseurs les plus usuels augmente la disponibilité de la sérotonine, une substance chimique qui contribue à la sensation de bien-être dans le cerveau. Vous allez être surpris d'apprendre que 80 à 90% de la quantité de sérotonine de votre cerveau sont produite par des cellules nerveuses de votre intestin. Votre cerveau intestinal synthétise donc plus de sérotonine, la molécule du bonheur, que le cerveau dans votre tête. Nombreux sont les neurologues et les psychiatres qui prennent actuellement conscience du fait que cela pourrait être en partie expliquer le pourquoi les antidépresseurs sont souvent moins efficaces que le changement alimentaire pour traiter la dépression. Des résultats récents révèlent même que le deuxième cerveau ne joue pas toujours le second rôle. Il peut s'agir de façon indépendante de contrôler diverses fonctions sans intervention ni assistance du cerveau principal. Le système nerveux intestinal qualifié de deuxième cerveau fonctionne indépendamment du système nerveux central tout en maintenant un contact étroit avec le cerveau. Le dialogue entre l'intestin et le cerveau est bidirectionnel. Suivant. On a après les causes et les acidifiants. On voit sur ce slide le lait. Tous les produits laitiers qui viennent d'une hormone de croissance, très souvent de la vache, qui ne sont pas bonnes pour notre intestin, surtout les porosités. Ensuite, on a tous les produits carnés, surtout ceux qui sont industriellement faits. Maintenant, je ne discute pas, celui qui mange un peu de viande et puis qui voit l'herbe, que la vache ou l'animal a vu l'herbe, ça va aller. On a tous les sucres, l'alcool, le gluten qui est dans le pain, qu'on retrouve aussi dans les pâtes, qui sont extrêmement mauvaises pour un intestin poreux.
le coca ou Fanta, on entend par là tous les produits soda avec le gaz carbonique qui est vraiment pas bon sans compter le taux de sucre, la cigarette, les médicaments et le stress oxydatif qui est vraiment pas bon pour notre santé de l'intestin. Nourrir son microbiome. Alors comment fait-on? Il faut des fruits pauvres en sucre, des légumes verts, si on veut bien, c'est des crucifères, des aliments fermentés tels que choucroute ou pourquoi pas kéfir par exemple, des bonnes graisses, les protéines, les herbes, assaisonnement. Ensuite, les aliments anti-inflammatoires qui peuvent, on va dire, donner un coup de main à notre microbiome. On a par exemple l'aronia qui est riche en vitamine C, B1, B2, en acide folique, en anthocyanines, flavonoïdes, fibres. Parmi ces substances, on trouve de nombreux antioxydants qui protègent les cellules de l'organisme. Ensuite, on a la date qui est riche en vitamine C, E, B2, B3, mais aussi A1, B1, B5, B6 et K. La vitamine B6 est par exemple connue pour améliorer les performances du cerveau. La date est riche en protéines, elle contient du cuivre, du zinc, du fer. La date contient aussi des acides aminés comme l'alanine, l'arginine, la glycine, la sérine, ou des vertus comme celle de réduire la pression artérielle. Ensuite, on doit avoir la betterave, la consommation de bétaïne, diminuant l'apparition de certains cancers de la peau, du foie, des poumons. Elle a un pouvoir antioxydant, protège les cellules du corps contre les radicaux libres, performance sportive à cause de sa forte valeur en nitrate, vitamine K, A, B2, B9, cuivre, fer, magnésium, manganèse, B1, B5, calcium et potassium avec cette superbe betterave. Ensuite, on a l'artichaut qui favorise la digestion pour traiter les troubles hépatiques et rénaux. C'est aussi un hypercholestéromiant très efficace contre le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Ensuite, on a le topinambour qui est riche en fibres, riche en fer, riche en potassium, en phosphore, intervient dans la prévention de certains cancers, facilite le transit intestinal. Et le bêta-glucane est un très puissant immunostimulant dont les propriétés sont connues depuis de nombreuses années. Il induit une réponse immunitaire intensifiée notamment en augmentant la production de cellules tueuses, en accroissant la capacité de la rapidité des cellules immunitaires à détruire les intrus. C'est un champignon, en parenthèse, que vous retrouvez dans qu'on appelle la levure boulangère, par exemple. Il y a du bêta-glucane. Ensuite, on a le shiitake, c'est un fortifiant général antioxydant, antitumoral, stimulant du système immunitaire, antimicrobien, indication thérapeutique. Il permet de réduire le taux de cholestérol, de ralentir le vieillissement. On l'utilise en cas de fatigue physique ou nerveuse ou pendant une convalescence. Le shiitake maintient un bon fonctionnement de l'appareil intestinal. Ensuite, on a l'huile de sésame qui a des bienfaits principaux, c'est anti-infectieuse, fortifiante hépatique, sanguine et rénale, anti-artériomateuse, ça veut dire que c'est très bon pour les veines, hypercholestérémiante aussi, productrice du système nerveux central, analgésique et anti-inflammatoire, régulatrice de l'appétit, elle est riche en oméga 3 de 33 à 40% selon les huiles, et d'oméga 6 de 18 à 35% et elle a une teneur en vitamine E. Ensuite, on a l'huile de chanvre, une des rares huiles contenant 2 acides gras essentiels que l'organisme ne peut synthétiser. Cette huile
est doublement concentré en acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3, contient des antioxydants naturels tels que la vitamine E, des phénols et du coenzyme Q10. Voilà, en ce qui concerne, on va dire, les aliments qui sont susceptibles d'aider notre intestin. Ensuite, pour retrouver sa vitalité, alors en fonction de ce qu'on vient voir de là, c'est clair que la nutrition est la base, de nouveau, pour avoir un système immunitaire qui soit vraiment au taquet, d'avoir un très bon métabolisme et le microbiome ou microbiote ou flore intestinale, si on veut bien, qui soit parfaitement opérationnel pour avoir une bonne vitalité. Si un de ces choses qu'on vient de voir ne fonctionne pas correctement, ce n'est pas possible d'être en pleine forme. Voilà pourquoi certaines personnes sont fatiguées ou ont des maladies qui ne trouvent pas une issue des fois tout de suite. Là, il fallait voir de ce côté-là. Alors voilà, alors là, je vais vous parler encore 2 minutes de votre rendez-vous santé de lundi 15 juin 2020, ça veut dire la semaine prochaine. On va le faire sur les troubles du comportement et tout ce qui est TDAH, neurobiologie, déficit de l'attention, etc. Parce que c'est un peu une continuité avec ce qu'on vient de voir ce soir et c'est un sujet qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup, dans le sens que j'ai un enfant qui est TDAH, si on veut bien, et qu'à force de travailler, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on faisait faux au niveau nutrition et qu'à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux parce qu'on a changé ce phénomène-là, qu'on n'a pas besoin non plus de Ritaline ou ce genre de choses et puis qu'on arrive à le faire tout à fait normalement. Voilà, ça c'est pour l'introduction de la semaine prochaine. Maintenant, je vais laisser place aux questions. Je vous remercie déjà pour votre attention et comme je disais avant, les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. Et place à vos questions. Merci. Alors, moi, Roland, j'ai une question. Bien. Dis-moi, voilà, Anouchka. Salut. Est-ce que tu fais des consultations par téléphone? Alors oui, ça m'arrive ou par Zoom, de nouveau, comme on le fait là, ou par téléphone pour certaines personnes qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pour ça que je me déplace aussi, hein, en quelque part. Et ça peut être intéressant parce que des fois, il n'y a pas besoin de venir au cabinet où on se prend un rendez-vous dans le sens au niveau des heures en disant, voilà, moi de telle heure à telle heure, je suis libre, ok, bah, ça joue. Et on fait une consultation Zoom. Oui, c'est possible. D'accord. Et quel est le prix de ta consultation? Alors, ça va Environ. dépendre du temps. Une consultation normale, pour être clair, elle est de 120 francs. Et par Zoom, par principe, je la fais à 100 francs parce qu'il n'y a pas le déplacement, il y a rien qui fait en fonction. Et après, ça va être selon la pathologie ou ce que la personne a besoin. Quand je parle de 100 francs, c'est en principe l'heure ou la séance que j'ai avec la personne. D'accord. OK. Voilà. Super. Voilà. Comme ça, tu peux Merci. faire aussi un suivi au niveau de l'alimentation ou des conseils Oui. d'alimentation, etc. Voilà, si on a un truc comme ça, ou que la personne, on avait vu ça dans la perte de poids, par exemple, ça va être une demi-heure. J'ai pas besoin de chaque fois d'1 heure. Ce qui est une consultation, la première fois, est toujours beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les gens et c'est là que ça prend un peu de temps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a la personne, après, c'est un suivi, c'est de dire, ah ben voilà, il y a ça qui fonctionne pas. Alors après, c'est toute une histoire de temps. OK. Merci. Service. Est-ce est-ce que les pois jaunes sont autorisés pour, pour l'intestin? J'ai pas compris, Daniel. Les pois jaunes, est-ce que c'est bon pour l'intestin Les pois, jaune? les pois jaunes. Alors, je connais pas les Ouais. pois jaunes, je connais les pois blancs, je connais les cassoulets, je connais les petits pois, mais je connais pas les pois jaunes. Ah, Mais alors, toute cette famille-là où il faut faire attention, des fois, c'est par rapport à l'intestin irritable. Si on a notre intestin qui est déjà poreux,
je vais vous dire, évitez-les pendant 6 semaines. Ouais, ok. D'accord? Parce que l'histoire, c'est de refaire notre muqueuse intestinale. Pour refaire notre muqueuse intestinale, il nous faut 6 semaines approximatives. C'est comme quand vous vous coupez le doigt, hein. Quand vous coupez le doigt, vous mettez un pansement, étrangement, votre corps se refait tout seul. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas quoi. Ben, notre intestin, c'est la même chose. Si on lui fout la paix, à un moment donné, tous les petits trous que vous avez vus avant dans le slide où c'était marqué, où j'ai parlé de villosité, ça veut dire où il y avait ces combines vertes et puis qu'on voyait les trous sur les côtés. Pour que ça se resserre comme ça, il faut à peu près 6 semaines. Mais pour ça, il ne faut pas aller lui mettre du lait, il ne faut pas aller lui mettre du gluten, il ne faut pas aller lui mettre des solénacées, etc. Parce que sinon, alors, je ne dis pas que c'est peine perdue, mais au lieu des 6 semaines, vous allez mettre une éternité à faire les choses correctement. Puis en principe, les personnes ont envie de s'en sortir. Ça veut dire que ça soit d'un eczéma, d'un asthme, d'un psoriasis ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, ben, il faut être un tout petit peu drastique. Mais j'ai entendu une conférence du docteur Rosimond il y a peu de temps en arrière qui disait, vous enlevez, alors lui, il enlève tout ce qui est gluten et tout ce qui est laitage. Et ses clients lui posent la question en lui disant, oui, mais il reste rien. Il a répondu, il reste 11 000 aliments. Voilà. Alors après, c'est à nous un petit peu à sortir des sentiers battus et puis dire, bah oui, alors si je mets pas de pâtes, il y a les pâtes de riz, par exemple, qui sont très bonnes. Vous faites une sauce avec au pesto, par exemple, ça va très bien. Il y a plein de solutions qu'on peut trouver, mais il faut sortir un peu de la routine. Ouais. Voilà la réponse par rapport au poids. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Concernant la porosité justement de l'estomac, du moment qu'on fait ces 6 semaines, après, si on se nourrit convenablement, il reste étanche ou bien il y a un risque qu'il redevienne poreux? Non, il y a un risque qu'ils deviennent poreux si on va remettre des aliments. Alors, j'image le truc, mais un petit peu tordu. C'est que si vous faites attention pendant 6 semaines, que vous allez mieux, puis tout va bien, alors déjà, il va se passer un phénomène. Puis certains ont déjà testé ça, qui sont là, s'ils veulent en parler. C'est que vous aurez déjà beaucoup moins envie de choses sucrées, beaucoup moins envie de pâtes, etc. Parce que votre corps, en parenthèse, n'en veut plus. Lui, il sait. Votre corps sait, il dit stop, moi j'en veux plus, vous aurez déjà moins l'envie. Alors maintenant, c'est clair que vous pouvez revenir en arrière, mais vous n'aurez pas envie parce qu'en quelque part, en refaisant ça, vous allez de nouveau sentir, tiens, je suis pas bien, tiens, je suis ballonné, tiens, je dors mal, etc. C'est votre cerveau qui va faire que vous ne le voudriez pas. Mais si on va remettre Coca ou McDo ou je ne sais pas quoi dedans, c'est clair que si on va l'agresser de nouveau, ça va recommencer, ça c'est inévitable. C'est inévitable, c'est une agression, ça veut dire que quand le corps ne sait plus quoi en faire, à un moment donné, il faut qu'il l'éjecte. Et la muqueuse intestinale, elle n'a qu'une paroi, il faut comprendre ce truc-là. Les 350 mètres carrés que je vous disais avant, c'est qu'une paroi, hein. C'est fin à diable. Et dès qu'il y a des micro-trous là-dedans, ben, toutes les enzymes, les radicaux libres, etc., vont dans le corps. Et du coup, ben, il faut ces antioxydants. C'est pour ça que je trouve formidable, parce qu'il l'a dit avant. Il y a 220 000, si j'ai bon souvenir, le chiffre pour 10 grammes. Hein. Faut vraiment se rendre compte. L'autre jour, on parlait d'aronia, par exemple, si j'ai bon souvenir. Là, on était à 49 000, 49 000 de thorac ou une chose comme ça. Mais attention que c'est pour 100 grammes. D'accord? Tout est calculé par 100 grammes. Et là, le sachet de 10 grammes chez Flavone présente, par exemple, pour le pic fruit, 188 224, si j'ai bon souvenir, de thorac. Ça veut dire de taux antioxydants. Alors ça peut que vous aider, hein. Ça c'est indiscutable. Celui qui a un intestin poreux, qui dort mal ou qui n'est pas bien ou cela, ça peut que vous aider. J'ai que des bons résultats avec ça. Et c'est clair qu'il ne faut pas manger hamburger, coca et compagnie. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci. Service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bertrand? Oui, bonjour. Bonjour. Petite question, j'avais lu sur Internet, est-ce qu'il est possible que trop d'antioxydants aient justement un effet contraire?
Ouais, ça alors, je l'ai vu passer aussi une fois, en théorie pas. Ça veut dire que si les antioxydants sont là, en l'occurrence, des fruits et des légumes, hein, ça veut dire que c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, votre corps va l'accepter. Et par contre, c'est vrai que si on a trop d'antioxydants médicamenteux, là, ça va pas le faire. Ah oui, d'accord. Mais après, il faut faire aussi attention parce que si on fait le calcul de toute cette oxydation qu'on met dedans, et je parle très souvent de l'eau, par exemple, on boit 2 litres d'eau par jour. Si vous faites le calcul du chlore qu'il y a à l'intérieur, ces fameuses salades qu'on trouve à l'heure actuelle qui sont empaquetées, d'accord, du C'est un chlore à gaz. l'intérieur, tout ça, c'est de l'oxydation que vous mettez dedans. Alors l'un dans l'autre, ça va contrer entre parenthèses ce que vous mettez dedans, parce que je connais pas beaucoup de gens ou plus beaucoup de gens. Chaque fois que je vais au magasin, je souris avec ça parce qu'ils achètent la salade. C'est beaucoup plus vite fait de l'acheter en paquet, de la mettre dans notre assiette sans la laver parce qu'on n'y réfléchit même plus, et puis terminé. Mais là, on met du chlore à l'intérieur, d'accord? Ah, il y a Et un ça, il faut faire conservateur. attention. C'est juste ce phénomène-là. Après, où l'antioxydant peut être un petit peu de complications, où il faudra vraiment attention, c'est quelqu'un qui aurait un cancer en phase terminale ou etc. Quoique, moi j'ai un client comme ça qui est dans le Jura, il s'en sort très bien. Par contre, il y a un phénomène, c'est qu'on jeûne à côté. Oui. Voilà. Alors, il faut pas prendre l'antioxydant puis dire, ah, mais moi, je me soigne avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de pathologies. C'est comme j'ai dit avant, c'est toute la nutrition, l'eau, etc. qu'il faut, que c'est un complément qui va faire que l'un dans l'autre, ça va vous aider. Mais sinon, vous risquez absolument rien. Et le précepteur de ça, c'est le docteur ou le professeur plutôt, C.N. Gheorghi, qui a vu enfin, c'est lui qui a trouvé la vitamine C. Je pense que tout le monde est d'accord à dire encore maintenant que la vitamine C, si on pouvait l'avoir en intraveineuse comme dans le temps, on n'aurait aucun problème. Ils veulent plus. Mm. Voilà, c'est une histoire de médecin, enfin médicale. Et est-ce que vous avez comment je veux dire, une sympathie pour les fromages de chèvre? Oui, alors ça vous pouvez, parce que de nouveau, quand je parle de produits laitiers, très souvent, c'est surtout, on va dire, de la vache. La raison, elle est que les hormones de croissance d'une vache, un veau prend 350 kilos à l'année. D'accord? Et puis nous, quand on boit le lait de vache, dans les laits UHT qu'ils appellent ultra haute température, ça chauffe les enzymes, mais ça ne tue pas les hormones de croissance. Ah Du oui. coup, quand on met ça, ça nous agresse l'intestin. D'ailleurs, même les enfants, les petits bébés, quand ils commencent à crier dans tous les sens du problème, à un moment donné, c'est qu'il y a trop. Et il a des soucis pour sortir parce qu'il a son microbiote qui est encore pas réglé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le microbiote intestinal de notre maman, tous. D'accord? Ça veut dire que par où on sort, ben, on a ce microbiote-là. Ça veut dire que si notre maman n'était pas au clair ou qu'il y a un souci, etc., ça, on le sait, c'est garanti sur facture, vous aurez exactement les mêmes problèmes. C'est pas possible d'avoir un microbiote d'une Ferrari si on est sorti avec un microbiote de 2 chevaux. Ça, c'est pas possible. Oui. D'accord? Ça, c'est vraiment important à comprendre parce qu'il faut se complémenter. Ça veut dire qu'en quelque part, si on a ce genre de choses, bah, il faut se dire, OK, bah, je prends par exemple des probiotiques, je prends du kéfir, je prends ce genre de choses, choucroute, etc., pour continuellement alimenter mon microbiote. Ça, c'est super important. Si vous ne le faites pas, vous retombez à zéro à chaque fois. Maintenant, avec les études, on sait que il y a des enfants jusqu'à 7 ans, si on arrive à les complémenter correctement, ils vont garder ce microbiote impeccable. D'accord? Mais là, avec la génération qu'on est là, on a le microbiote de notre maman et ça n'a pas bougé. Ça veut dire que si vous péclotez un petit peu, bah, il faut se complémenter. Ça, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on peut faire autrement. On laisse tomber, ça veut dire qu'on ne se complémente pas. On redescend. Après, vous allez au Toubib, on vous donne des médicaments. Entre deux, on vous donne des probiotiques, puis vous recommencez. Alors, quand on sait tout ça, à un moment donné, il faut se dire, OK, je me complémente. Et puis, pour être bien, pour dormir correctement, pour digérer correctement, puis se rendre compte qu'on a la pêche. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Service. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, Sarah, Oui, juste juste une, moi. oui. juste une toute petite question. Par rapport, moi j'ai entendu dire que les femmes qui allaitent, elles doivent boire du lait. Non, ça Enfin, c'est l'industrie qui agroalimentaire du dit lait qui a c'est décidé que c'était faux. comme ça. C'est Parce faux. qu'en fait, le lait qu'elles boivent, il passe dans leur lait à elles et ça va à l'enfant et c'est pas bon pour l'enfant. Ouais, c'est pas que c'est pas bon, on va dire on Enfin, peut mieux faire. c'est pas Il d'accord. parle toujours du calcium, mais à savoir que tu as des aliments comme l'autre jour on a vu le brocoli par Mhm, exemple, mhm. qui a un taux de calcium pour 100 grammes de brocoli de 150 mg, si j'ai bon souvenir. Total de l'histoire, ça suffit amplement dans l'alimentaire. Alors, des fois, je rigole avec ça, mais revenez au paléolithique, il n'y avait pas de lait. D'accord? Dans le temps, il n'y avait pas de lait. Il faut arrêter ce genre de. Je ne pense pas que Néandertal, il courait au magasin. Il n'y avait pas de magasin déjà. D'accord? Puis après, il n'allait pas courir après une vache pour lui dire, maintenant tu l'as ici parce que mon gamin, il faut qu'il boive. Il buvait de l'eau. Ça veut dire qu'il buvait la maman de l'eau. Et ensuite, son enfant, il avait ce qu'ils allaient trouver. Mais il faut aussi concevoir que l'alimentation qu'ils avaient avant était nettement meilleure que ce qu'on a nous maintenant. Ça veut dire que si quelqu'un a un enfant ou qui a eu un enfant, et ça on s'en rend compte, puis ben alors volontiers venez la semaine prochaine parce que dans les troubles du développement, on s'est rendu compte que le premier très souvent va très bien. Et si vous avez des enfants à répétition, comme moi, j'en ai 6 en parenthèse, ben à un moment donné, ça peut pécloter. Pourquoi? Parce que la maman ne s'est pas complémentée, d'accord, par non-connaissance. Et du coup, ben, vu que vous n'avez pas le temps de vous complémenter, ce qui va se produire, c'est que le deuxième, ben, il va prendre ce qui reste. Le troisième, s'il reste quelque chose. Et le quatrième, il va manger. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura plus les nutriments nécessaires pour tout le développement comme le premier. D'accord? Et ça, c'est super important. Ça veut dire que quelqu'un qui accouche, lui dire, il faut se complémenter. Et là, de nouveau, Flavonne, à ce niveau-là, c'est top. Pourquoi? Parce que, bah, il y a tout dedans. Ça veut dire ce que la maman va ingérer, bah, le petit, il prend le sein, clair et net, ça va lui rendre service. Ça, c'est indiscutable, hein. Voilà un peu le Merci. service. J'ai juste une question aussi. Oui, Après une diverticulite, que peut-on oui. faire pour ne pas récidiver? Il faut comprendre la cause. Ça veut dire, qu'est-ce qui est arrivé exactement? On ne sait pas pour le moment. Ok, alors si on ne sait pas, mais ouais, l'histoire c'est qu'il faudrait voir comment vous mangez ou comment la personne elle mangeait, qu'est-ce qui est arrivé en fonction pour trouver la cause. Souvent je demande aux gens de dire, voilà, bah, notez-moi pendant une semaine ce que vous mangez, mais normalement, hein, sans rien cacher, ça veut dire du matin au soir, du soir au matin, et tout d'un coup on va comprendre, ah la dame elle mange ça, ou qu'est-ce qui manque, vous voyez? Parce que des fois, on mange, maintenant on mange, ouais, on mange plus bien, mais il faut comprendre d'où ça vient. Ok. Ça, c'est important, ouais, parce qu'on peut pas dire à quelqu'un, il va peut-être manger, je sais pas, trop de poivrons ou trop acide, ou l'autre, il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de compte. Ça, il faut vraiment faire attention de pas de dire, voilà, tu prends ça, puis vous faites ça comme ça, puis point final. Merci. Service. Roland, il y a une question de Sandra qui est, est-ce qu'on peut faire un lien entre notre alimentation et les parasites qui nécessitent de se vermifuger? Ouais, bien sûr. L'alimentation qu'on a, tout ce qui est à l'intérieur, on a le bon comme le moins bon. Ça veut dire qu'on a 2 kilos de bactéries dans notre intestin. Ça veut dire que si vous croyez être seul avec vous-même, je vous rassure, vous n'êtes pas seul, vous avez des milliards de bactéries qui se promènent à l'intérieur et vous avez à peu près 2 kilos. Et sur ces 2 kilos-là, il y a 1 kilo de bon et 1 kilo, on va dire, de pas bon. Ils sont copains les uns les autres. Si ça, c'est déréglé, à un moment donné, il faut de nouveau comprendre ce que la personne elle mange ou trop de laitage ou trop de je sais pas quoi. Ben, à un moment donné, ça dérègle l'intestin. Et là, alors il est poreux, ça très certainement, il faut comprendre d'où ça vient. Et en fonction de ça, remettre une alimentation qui soit alcaline ou pas trop acide, et puis on va changer le problème. Est-ce que ça a répondu à la question à la dame? Elle répond OK. Ok.
Non, mais c'est ça, le problème, c'est souvent c'est l'alimentation qu'on a, parce que malheureusement, on croit qu'on s'alimente correctement. Et je vois énormément de gens dans les magasins, quand je vois ce qu'ils prennent, des fois, je me dis, bah voilà, celui-là, il va choper ça, celui-là, bah, il va pas bien, ou celui-là, il est un peu large, ou celui-là, là. Pourquoi? Parce qu'il faut juste regarder le panier des gens. On se rend compte de ça. Alors, je vais vous dire, je vais vous envoyer local, local et local. Vous allez me dire, ça me coûte cher, mais c'est pas vrai. Parce qu'au niveau nutriments, on en a beaucoup plus. Au niveau viande, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Après, c'est de nouveau cette combinaison de trouver, de se dire, bah voilà, je mange des protéines de temps en temps. Allez voir sur ma page Facebook Nutrizone Plus. Je mets des fois le matin, je mets des œufs, je fais des omelettes ou je fais des smoothies aux protéines, etc. Pour dire aux gens, changez, arrêtez de manger des cafés avec croissants et compagnie. Alors oui, c'est bon, mais non, c'est pas bon pour l'intérieur. Maintenant, on a ce phénomène de grillade qui va arriver. Je vais vous dire une ou deux par année, allez-y. Plus, faites hyper attention parce que je pense que c'est un des trucs les plus cancérigènes qu'il y a, c'est la grillade. Et si vous avez un grill qui est sur comme ça, c'est beaucoup mieux que celui qui est comme ça. D'accord? Celui-là, vous risquez pas grand-chose parce que ça va couler, ça va pas aller sur la flamme, étant donné que la flamme, elle va être sur le côté. Par contre, à l'inverse, tout ce qu'on aime, ça veut dire tout ce qui est stries, noir et compagnie, votre corps à l'intérieur ne sait pas quoi en faire. D'accord? C'est super important. Il ne sait pas quoi en faire. Ça veut dire qu'on lui met dans ce goût très barbecue, on aime, mais par contre, votre corps, ça, il n'aime pas du tout. Hein. Alors, à titre d'info, les grillades, faites attention. Parce que la grillade engendre pomme chips, plus un peu de coca, plus une bonne bière, plus. Alors, une fois, c'est rigolo, mais tout l'été, c'est déjà moins rigolo. Voilà un peu le petite attention par rapport à ça. J'ai vu passer quelque chose aujourd'hui, je me dis non, ça, c'est pas terrible. Alors, il faut leur dire. Faites attention à ce que vous mangez, c'est super important. Ça veut dire pensez à ce que l'aliment a mangé. Un jour, j'avais vu un truc avec le docteur Joyeux qui disait on est ce qu'on mange. D'accord? Si la plante a mangé ou elle a vu du glyphosate, aujourd'hui, Bernard m'a envoyé un truc que j'ai vu passer aussi sur 24 heures, si j'ai bon souvenir, comme quoi en Suisse, l'urine des Suisses est à un niveau pesticide incroyable. Ça veut dire qu'on mange des pesticides, il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on mange, on va l'ingérer. Viande, la même chose, vous allez manger du poulet, on sait qu'un poulet bon marché, c'est blindé d'hormones, c'est blindé d'antibiotiques. L'antibiotique va vous détruire la flore intestinale malgré tout. Alors, mangez peut-être 2 fois ou 1 fois par semaine un poulet, mais je vous en prie, achetez un poulet qui coûte un tout petit peu plus pour que, au moins, ça ne vous fasse pas de mal. Sinon, on va économiser sur l'argent, ça veut dire sur ce qu'on va manger, mais on va se détruire dans l'autre sens au niveau intestinal, ça c'est clair et net. Et c'est des pathologies que vous avez vues avant. Il y a des gens qui vont voir le médecin parce que ci, parce que ça. Et tout d'un coup, on va commencer avec la médication. Et c'est là que ça va commencer à poser des problèmes parce que le temps qu'ils réalisent que peut-être ça peut venir de ça, ça prend un petit peu de temps. Hein. Et le but, il n'est pas là. Le but, il est d'être en bonne santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais demander s'il y avait des examens à faire pour connaître la qualité du microbiome, par exemple. Ouais, on peut. Il y a des prises de sang, qui sont en fonction au laboratoire. En tout cas, en Suisse, on a ça. En Belgique, je suppose aussi. Dans le sens qu'avec une prise de sang, vous êtes plus ou moins au clair au niveau des infections. Ça veut dire que si vous prenez... Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a des infections. Parce que dès que le microbiome, on va dire, perfore la muqueuse intestinale, il y a une infection. Et ça, on va le voir sur les résultats d'analyse. D'accord. Ça, on le voit. Après, tout ce qui est acidité, pour déjà que ça vous coûte, on va dire, un petit peu moins coûteux, vous trouvez sur les bandelettes qu'on trouve en pharmacie pour mesurer le pH. Ça, en urinant dessus, on se rend compte déjà tout de suite en se disant, tiens, on est déjà beaucoup trop acide parce que voilà, il y a des choses qu'on va manger ou ça.
Et rien qu'en changeant ce phénomène-là, ben, on va se rendre compte qu'on va déjà nettement mieux parce que le corps a beaucoup moins à combattre. Alors déjà, au début, il faut peut-être juste faire ça, se dire, tiens, acidité là, il y a l'acidité salivaire qui peut être aussi mesurée. Et après, si on voit vraiment qu'on a une pathologie ou qu'on pense avoir une pathologie qui péclote un peu, vous faites une prise de sang et on va vous dire, voilà, il y a ça, 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 telle bactérie. Parce que les mauvaises bactéries comme comment il s'appelle, le pylori, l'hélicobacter pylori ou ce genre de choses, on les a à l'intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que le bon microbiote ne les laisse pas bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès que le bon microbiote, il y a moins, ben, les autres, ils commencent à sortir. Et puis là, on peut avoir l'hélicobacter. Par contre, là, c'est le seul que je vais vous dire. Si votre toubib vous dit prenez des antibiotiques, c'est le seul que je vais vous dire faites-le pendant les 10 jours qu'il vous dit parce que c'est un mutant. C'est le seul qui va muter. Ça veut dire que si vous ne faites pas les 10 jours d'antibiotiques, à partir du 8e, admettons, on se dit ah tiens, je vais mieux, je vais m'arrêter parce que voilà, qui se remet en route. Alors là, ça pose un problème parce que on se rend compte qu'il a muté, puis là, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire que c'est très long. Après, il faut l'affamer. Et pour l'affamer, ça veut dire plus de sucre, plus. Alors là, ça devient compliqué. Candida albicans, c'est un petit peu le même phénomène. C'est des champignons qu'on a à l'intérieur tout le temps. Et si on mange trop de sucre ou ce genre de choses, surtout les sportifs, ils ont ça, ben, ils commencent à avoir un candida albicans qui vient, on va dire, qui s'imprègne dans ses villosités. Et pour l'avoir loin, ben, il faut l'affamer. L'affamer égale plus de sucre, etc. aussi. Alors là, ça devient compliqué. Alors avant d'arriver dans ces complications-là, de nouveau, il faut essayer de se manger correctement, se complémenter correctement, et puis il n'y a pas de problème. Ouais. Mais la prise de sang est efficace, oui. Merci. Service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Roland, pour rebondir sur la question d'Isabelle, qu'est-ce qu'on doit demander lors de la prise de sang? Qu'est-ce qu'on doit demander pour connaître la qualité de son microbiome? Ben, il faut juste demander ça. Ok, tout simplement. Ouais, alors j'ai plus le nom technique parce que il y a un nom technique pour ça. Alors c'est pas un truc qui est bon marché en parenthèse, hein, et le mieux qu'il y a à faire, alors il y a la prise de sang, mais il y a aussi une étude des selles. Alors je sais que pas tous les laboratoires le font, mais si on donne nos selles, alors celui-là il est, on va dire, à 100% OK. Que l'autre, des fois, il passe à côté de certaines choses. Mais si on veut aller vraiment loin dans le truc, mais ça a un prix, hein, on est à peu près à 200 francs suisses l'analyse. Hein. On n'est pas à 50 balles. Si on fait un calcul de glycémie, on est à peu près à 50 francs suisses. Maintenant, si on fait un calcul comme ça, on n'est pas loin des 200 francs. Le truc, il ne sera pas pris en charge par la caisse. Parce que voilà. Ça, c'est des analyses qui coûtent. Ouais. Mais laboratoire, vous demandez au laboratoire, vous lui dites, voilà, moi je vais faire une analyse 2, on va prendre le sang, puis après, il y a des laboratoires au niveau des selles, vous leur demandez, ils vont vous dire, ah oui, on connaît. Et un floriscan, voilà, je cherchais le mot, c'est un floriscan au niveau des selles, ça s'appelle. Et ça, c'est super efficace, c'est là, vous avez toutes les infections qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que même quand on croit qu'il n'y en a pas, il y en a. Le Floriscan, pour ça, il est parfait. Parce qu'on peut aller bien, et tout d'un coup, vous avez peut-être juste une fatigue, il y a peut-être juste une combine qui ne fonctionne pas à l'intérieur, ou une bactérie qui va plus fonctionner que l'autre, ou pas bien, ben on va le voir là-dessus. Un Escherichia coli, par exemple, qui serait un tout petit peu plus, qui aurait un peu plus que normal, ben on le verrait. Par contre, sur la prise de sang, on ne va pas le voir. D'accord. Alors pour moi, le Floriscan est meilleur que la prise de sang. Sans passer par des autres antibiotiques, la solution d'argent et puis l'extrait de pépins de pamplemousse. Ouais, c'est efficace, mais après, ça dépend de nouveau le niveau qu'on a d'inflammation, etc. L'argent colloïdal, très souvent, le problème qu'on a en Suisse, c'est qu'il est vendu à 15 ppm. 15 ppm,
je ne veux pas dire que ça vaut rien, mais c'est pas grand-chose. Il y a certaines pharmacies qui le font à 25 ppm. En Belgique et en France, je sais que vous le trouvez à ce niveau-là, c'est parfait. D'accord? En Suisse, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, l'extrait de pépins de pamplemousse, le gros dilemme que j'ai avec ça, c'est que ça contre les médicaments. Ça veut dire que si une dame prend la pilule, par exemple, ça peut poser des problèmes avec. Ça veut dire que ça va inhiber l'effet de la pilule. D'accord? C'est Ou comme ça ça que peut... Ça, j'ai pas compris. c'est comme ça que tu as eu tes 6 enfants. J'ai pas eu besoin de ça, mais ça pourrait être ça aurait pu. Et ça inhibe ça peut inhiber l'effet de la pilule. Voilà le gros problème qu'il y a avec ça. Puis si quelqu'un, admettons, a un cancer ou ça, l'extrait de pépins de pamplemousse est très bon. D'ailleurs, à 60%, il existe un produit en Suisse qui s'appelle le Grapex. À 60%, il va être très efficace pour beaucoup de pathologies parce que ça coûte 750 allergies. Mais à 60%, à 30%, je ne veux pas vous dire que ça vaut rien, mais presque. De nouveau, c'est plus une histoire publicitaire. Vous prenez 5 gouttes 3 fois par jour, vous réglez aussi, par exemple, un problème comme maintenant de pollen. D'accord? 5 gouttes 3 fois par jour de ce truc-là, ça fonctionne à merveille. Mais après, il faut de nouveau être drastique, il faut que votre intestin soit au clair, ça règle pas de nouveau, ça règle pas la porosité, hein. C'est comme l'histoire à flavone, ça ne règle pas la porosité. Ça veut dire que ça va attaquer les radicaux libres, oui, mais si on continue comme ça, notre porosité est toujours là. Et là, je vais vous recommander de faire un régime entre parenthèses pour que de refaire l'étanchéité intestinale. Est-ce que ça a répondu à ta question? Tout à fait, merci. Service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'entends pas, Domenico. Maintenant. Pour le pamplemousse, c'est bon? Un pamplemousse, en manger un tous les jours, des trucs comme ça. C'est la même chose qu'elle vient de dire là maintenant. L'extrait de pamplemousse ou le pamplemousse, où il faut faire super attention, c'est que ça agit sur les médicaments. Voilà le problème. Ça veut dire que si tu prends des médicaments, alors sur le fruit en lui-même, c'est pas un souci. Maintenant, je vais vous dire, prenez pas trop de fruits en jus et compagnie, parce que c'est blindé de fructose, hein. Je veux dire, à un moment donné, tout ce qui finit par ose, c'est du sucre. Alors, de le prendre en smoothie, ça peut aller, mais il ne faut pas en jus. Et d'y faire attention, parce que si tu prends des médicaments à côté, ça peut poser des problèmes, ouais. Trop, c'est pas bon. Lesquels médicaments? Par rapport à la pilule, quoi d'autre comme médicaments, tu sais bien? Tous les médicaments, on ne sait pas l'interaction que ce truc-là il peut avoir. D'ailleurs, ils disent l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est la plus petite pharmacie qui existe, mais c'est le seul, on va dire, complément alimentaire que tout le monde y fait attention. Ça veut dire que si on dit, voilà, quelqu'un, je veux prendre l'extrait de pépins de pamplemousse, tout le monde met les hauts là parce qu'on sait que ça a des interactions avec certaines choses. Voilà, où il faut faire attention, ouais. C'est le seul truc qu'il faut faire attention. Après, l'argent colloïdal, c'est un peu la même chose. 25 ppm, ça peut aller. Plus haut, faites attention parce que vous pouvez devenir noir. Ça vient du phénomène argent. Et c'est arrivé, hein. Je veux dire, alors c'est de nouveau, c'est efficace, mais il faut quand même y faire attention. Alors si on ne gère pas le truc, je sais qu'il y a des gens qui le fabriquent ou qui le font même. Personnellement, je ne vais pas aller m'amuser à aller boire ce genre de combine parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver après, hein. L'histoire du fer, de rajouter du fer en intraveineuse, c'est la même chose. Je connais des gens qui ont un bras qui est devenu noir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il change de couleur. Mais là, c'est pas rétractable, hein, ça reste noir. D'accord? Vous pouvez toquer sur Google, vous verrez qu'en intraveineuse, il faut faire attention. C'est pour ça qu'après, il faut des fois, on a vu ce soir, la date est très bonne pour le faire. Et en principe, ça tient. Je ne saurais pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Alors des fois, il faut se complémenter autrement ou en magnésium et ça, mais ça doit tenir. Mais pas essayer le minimum possible de mettre du fer en intraveineuse parce que ça peut poser des problèmes, ouais.
Alors vous allez me dire, Mais, certains, mais j'ai jamais. en gros, un pamplemousse, J'ai pas compris. bon, les pamplemousses, c'est pas bien de manger ça. Si, c'est pas Les mauvais. pamplemousses, c'est pas trop bien de les manger, alors. Si, c'est pas mauvais, mais le problème qu'il y a, c'est que si tu prends des médicaments ou que tu as une certaine pathologie, etc., puis que tu vas prendre ça, ça peut poser des problèmes. C'est ce que je dis. Je peux pas dire que ça fait rien quand je sais que ça peut faire quelque chose. Ouais, comme les pantone, comme J'ai pas le compris. pan que je t'avais dit pour l'estomac, pour le Ouais, mettre pour c'est pour, l'estomac. c'est pour ça. Je sais que tu prends des médicaments, alors l'un dans l'autre, il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas l'interaction qu'il peut avoir. Et en pharmacologie, on sait qu'à partir de 3 médicaments, on ne sait pas ce qui fait le quatrième. Alors quand j'entends certains qui ont 3, 4, voire 5 médicaments, je me demande ce que ça doit faire à l'intérieur. D'accord? Parce qu'après, à partir de 3, on ne sait pas l'interaction des médicaments entre eux. Voilà. C'est pour ça qu'une bonne flore intestinale, en parenthèse, vous êtes en bonne santé. Si vous n'avez pas ça, c'est pas possible d'être en bonne santé. Et ça, voilà, si on ne dort pas comme il faut, qu'est-ce qu'il y avait comme allergie? Des allergies, les eczémas, tout ça, ben, vous réglez un problème intestinal et étrangement, il n'y a plus. Voilà un peu le. On a vu la dernière fois les rhumatismes, etc. Si on a un intestin poreux, vous allez, admettons, prendre du lait de vache ou du fromage, etc. Cette personne-là, le soir même, voire le lendemain, a de nouveau mal partout. Parce que l'inflammation, tous les hormones de croissance vont se mettre en route. Alors ça peut se déposer sur les épaules, sur les genoux, ailleurs, mais parce que l'intestin laisse sortir. Si votre tube d'en haut jusqu'en bas il est étanche, vous êtes en bonne santé, c'est pas possible autrement. Vous voyez Tu parles de l'eczéma par rapport à l'intestin, même pour les bébés? Ouais, parce que le problème des bébés, alors c'est un peu compliqué des fois à faire comprendre. L'histoire, c'est que Nestlé, pour pas le citer, ont mis la main sur tout ce qui est lait comment en poudre, mais on s'est jamais posé la question comment, qui, quoi. Sans compter le lait normal. Les mamans mettent ça au micro-ondes. D'accord? À l'heure actuelle, ça se passe comme ça. Micro-ondes. Dans le temps, on mettait ça dans un baby cook ou dans la casserole, puis on brûlait une fois sur deux. Enfin bref. Maintenant, on met ça au micro-ondes. Et ça, alors déjà, ça détruit l'aliment en question parce que c'est pas bon du tout. Et puis le lait, s'il n'a pas une bonne flore, ça veut dire que là, de nouveau, il faudrait savoir comment elle va la maman au départ. Et s'il n'a pas une bonne flore, bah, le gamin, il va ouiner et à un moment donné, il va choper des eczémas. Ouais. Ça, c'est possible. Il récupère une flore impeccable, il n'y aura pas d'eczéma. De nouveau, vous allez en pédiatrie, vous allez voir des enfants, il y a certains que ça se passe, hein, tout va bien, pas de colique, pas d'eczéma, rien du tout. Et le voisin, il pue la nuit, il va pas bien, etc. Et ils mangent les deux la même chose. Des fois, il faut juste se poser la question. Mais ils vont pas jusque-là parce que les grandes industries alimentaires ont dit il faut ce lait-là. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on préconise alors pour un enfant très bas âge, avant 2 ans? Mais voilà, elle prend du lait de sa maman déjà. Si la maman, on va dire, s'alimente correctement, de nouveau, je veux dire presque à 22 ans, des fois, je n'ai pas vu pas plus tard que. Non, mais moins de 2 ans, l'enfant, je te dis. Oui, mais l'enfant, s'il prend le sein de sa maman et qu'en quelque part, il n'y a aucun souci là-dessus, dans le sens que la maman s'alimente correctement, en théorie, il ne devrait pas avoir de problème. Oui, mais tu allaites pas jusqu'à 2 ans, même au-delà. C'est difficile au jour d'aujourd'hui. Hein. Ah, quand tu as voilà. un travail, Après, quand tu as. Voilà. voilà. Alors après, il y a tout ce phénomène-là que, comment dire. Et il faut revenir en arrière. Il faut inciter les mamans à allaiter. Ouais. Donc, là, le problème est grand. Hein, parce que Mais il est au pas jour rien que d'aujourd'hui, là, on n'incite plus. Hein. il est énorme le problème, en fin de compte. Il est pas rien que là, hein. Il commence déjà là, mais il est énorme dans l'alimentation en lui-même. Vous demandez, alors je vais être mauvais, mais vous demandez à une jeune maman qui veut faire de la purée, elle va vous acheter de la purée Stocky en grande distribution parce que de peler 4 patates, alors je suis désolé, hein, mais 4 patates, de mettre un peu de beurre avec un petit peu de lait, c'est trop compliqué. D'accord?
Non, mais bien sûr que c'est meilleur, mais il y a des jeunes, vous leur faites manger une purée comme ça, ils vont dire, oui, mais c'est pas bon, parce qu'ils sont pas habitués. Parce que dans les autres, il y a tellement d'exhausteurs de goût, de glutamate monosodique et tout ce qui s'ensuit, ça pose des problèmes. D'accord? Mais ça, c'est une éducation qu'on devrait retrouver à l'école. Mais là, on s'attaque alors à notre cher ami qui s'appelle Nestlé, et vous oubliez, hein. Alors, déjà par rapport aux petits, et après, quand vous allez en EMS, on a exactement le même problème. Étrangement, c'est qu'à 4h30, voire 5h, ils leur donnent des checks maintenant, d'accord? Parce que comme ça, on soupe moins, ça coûte moins cher. Non, mais Ou des gélatines. j'ai pas compris. Ou des gélatines. Ouais, non mais puis avec tout ça, avec 10 médicaments, quand on sait qu'à partir de 3, on ne comprend pas le phénomène intérieur, pharmaceutiquement parlant, d'accord? Alors bien sûr que c'est des aberrations, bien sûr qu'il faudrait dire aux mamans arrêtez de bosser, recommencer à manger normalement ou moins travailler, etc. Mais la société veut maintenant qu'on bosse à fond. Un toubib a dit il y a peu de temps en arrière, il disait à une de mes clientes, ouais mais vous savez on vit jusqu'à 90 ans. Alors écoutez bien, il y a des études qui disent oui on vit jusqu'à 90 ans, mais moins bien qu'avant. Alors après, il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie de vivre à 90 ans, puis pendant 10 ans, on va dire d'être suivi médicalement, enfin tout ce qui s'ensuit, ou dire je meurs à 80 ans, voire 85, mais en pleine forme. Voilà, ça c'est juste la grande question, elle est là. Et le problème, c'est que dans l'alimentation en lui-même, on n'a plus les apports journaliers qu'on a besoin. Et d'où, quand j'ai fait la connaissance de Bernard, j'étais vraiment content parce que je sais que ça fait le lien avec ce qui manque, sans compter le reste, l'eau, enfin tout le soin qu'il faut faire attention. Mais ça apporte au moins le morceau qui va manquer. Parce qu'une pomme, on l'a eu une fois dans une conférence qu'on avait fait, à l'heure actuelle, il y a 50 ans en arrière, la différence, on a 4 mg de vitamine C maintenant dans une pomme. Il y a 50 ans en arrière, on était à 400 mg dans une pomme. D'accord? C'est 100 fois moins. D'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, mais ça, on ne réagit pas. On va à la Migros, au Coop, ou grande distribution, on prend notre truc, on ne pense pas une seconde de se dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment elle a été élevée, comment ce produit-là est arrivé jusqu'au magasin. Ça, on ne réfléchit pas. Du coup, on va manger ce que le légume ou la viande a mangé. Voilà où il est le dilemme. Et ça, si tout le monde faisait un tout petit peu attention, je pense que ça changerait la donne. Mais il faut l'apprendre à nos enfants, c'est aussi à nous de montrer l'exemple en disant, ben voilà, je mange comme ci, je mange comme ça. Puis sincèrement, vous allez faire des économies. Vous faites des économies parce que vous avez besoin de beaucoup moins d'aliments. C'est tout. C'est les nutriments qui sont importants. C'est pas les calories. Et ça, il faut qu'on change parce que pendant 50 ans, on s'est battu contre le gras. Tout le monde a enlevé le gras, d'accord, quelque part. Tout le monde a mis du sucre partout. Et du coup, il arrive ce qui arrive maintenant avec tous les intestins perméables, les maladies de Crohn. Je pense qu'on en entend une fois par jour, si ce n'est pas une fois chaque 2 jours. La maladie cœliaque à cause du gluten, les maladies de l'intestin irritable, etc. Voilà, c'est tout des nouvelles maladies. On est en 2020, on a plus de maladies, plus on en a, plus on a de maladies. Il faut quand même comprendre que ça vient d'une chose qu'on fait tous en commun, boire et manger. Et ça, c'est super important. Je vois que Mme Kurke a levé la main. Donc, je ne sais pas si c'était pour prendre la parole. Oui. Oui, bonsoir. Au fait, j'ai une question par rapport au zona. Est-ce que la flore intestinale, la qualité de la flore intestinale, elle a aussi un grand rôle à jouer par rapport à ça, comme l'eczéma? Qu'est-ce qu'on peut faire et aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec les compléments flavo par rapport au zona? Alors, par rapport au zona, c'est un petit peu comme le psoriasis et ce genre de choses. À un moment donné, il faut refaire la muqueuse intestinale. Là, vous n'avez pas le choix dans le sens que ça représente, c'est la peau, c'est l'exutoire, c'est la peau. Ça veut dire que les radicaux libres se promènent, ils ne savent plus où aller. Et puis, ça enclenche ce phénomène-là.
Alors, c'est de refaire cette muqueuse correctement. Puis par rapport aux produits flavones, vous avez le pic fruit qui peut être bien, qu'on a vu ce soir, par exemple, par rapport à ça. Le pic veggie, toujours l'assimilation des deux. Les deux, pourquoi? Parce que c'est une symbiose. Ça veut dire que ça va faire le boulot du matin puis du soir. C'est comme les probiotiques. Il y a des probiotiques qui sont meilleurs que d'autres, mais il faut absolument nourrir toutes les bactéries. Sinon, ça ne fonctionnera pas correctement. Ok, puis vous avez une recommandation, consultation, vous avez une recommandation par rapport à l'alimentation, ce qu'il faut enlever par rapport à un zona? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. On doit prendre un rendez-vous bien sûr, je pense pas que ça se fait comme ça en 30 secondes. Exact. On est bien d'accord. Mais vous m'appelez, Marie-Claude vous donne mon numéro et puis vous m'appelez et puis on peut regarder ce qu'on peut faire. Mais alors c'est gérable, mais oui, alors le problème c'est que ça ne revienne pas. Moi je pars toujours sur le principe qu'il faut la cause et non pas aux symptômes. Parce que si on règle le symptôme, dans 2 mois, 3 mois, selon, ben, vous revenez avec votre problème. Et le but, il n'est pas là. Le but, il est d'expliquer aux gens d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis après, voilà. Alors oui, des fois, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est drastique parce qu'on n'est plus habitué. Mais une fois qu'on est habitué à faire les choses correctement, après, il n'y a plus de soucis. Ok, merci beaucoup. Service. Alors, il y a encore une question de Sandra par rapport à quelle est ton opinion sur l'orthorexie. Il faut peut-être expliquer ce que c'est l'orthorexie. Ouais, ça me parle. Il faut que. Alors, j'ai été voir sur Google, en fait, parce que je connaissais pas le terme. C'est un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. La malbouffe. Ouais, alors ça, c'est une maladie, en parenthèse. Mais après, il faut. Comment expliquer la chose? Quand on va bien, ça ne pose jamais de problème. C'est-à-dire qu'on peut tout manger, tout et n'importe quoi. Le problème qu'il faut comprendre, c'est que l'industriel nous a mis depuis 50 ans les âneries sous le nez. Alors après, il ne faut pas, on va dire, délirer dans l'orthorexie, ça c'est vrai. Parce qu'après, ça commence à devenir compliqué pour tout le monde. Ça veut dire même d'aller au restaurant, ça veut dire même d'aller à droite, à gauche, etc. Maintenant, si on refait une muqueuse, admettons, intestinale correctement, personnellement, je vais volontiers au restaurant manger une pizza. Mais je ne vais plus tous les jours, d'accord? Je ne vais pas manger une pizza midi, un plat de pâtes ce soir, puis demain matin, je vais me faire un croissant avec un café et compagnie. Voilà. À un moment donné, il faut être cohérent en disant qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui n'est pas bon, d'accord? Si je sais que je prends, alors maintenant, si on prend un plat industriel, ce n'est pas un plat industriel qui va me rendre malade, qu'on soit clair. Le problème, c'est les habitudes alimentaires qu'on a prises qui ne sont pas bonnes. D'ailleurs, si vous allez dans la grande distribution, vous verrez tout le temps, il y a toujours les mêmes produits, toujours les mêmes légumes qui viennent toujours de la même provenance. D'accord? On n'a plus de topinambour, on en parlait avant, alors on rigolait avec Bernard cet après-midi parce que je dis les dames, ben, ils doivent aller à la brosse à risette pour nettoyer ce truc-là. C'est très très bon à manger, mais c'est compliqué à nettoyer. Et puis les gens, ils ne veulent pas. Vous voyez? Alors c'est vrai qu'il ne faut pas rentrer dans l'extrême de l'extrême, c'est jamais bon. Et je pense que tous les extrêmes sont mauvais, mais il faut faire attention à on va dire à sa santé. Pour moi, c'est très important dans le sens que, à force de faire ces conférences, les gens ils vont quand même tilter qu'à un moment donné, on nous met beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. L'histoire de l'eau, c'est la même chose, c'est du chlore qu'on nous fait boire tous les jours. Hein. Voilà. On nous oxyde le corps. Moi, j'ai pas envie d'être malade. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de boire vraiment si je dois un verre d'eau. Mais je vais réfléchir à 2 fois. Voilà. Est-ce que ça a répondu à la question à Sarah en parenthèse? Oui, elle dit merci. Ouais, il ne faut pas rentrer dans les extrêmes, mais il faut faire les choses justes. Au niveau de l'eau, qu'est-ce que tu penses au niveau des filtres Brita? Ah, ils sont bien. Alors, ils sont bien. Alors, j'en ai un autre. Ça n'a rien à voir avec Brita, hein, c'est pour l'eau. Alors là, il y en a un qui est avec un filtre à la noix de coco, entre parenthèses là à l'intérieur. Le fil Brita est à peu près un charbon actif bien. Le seul dilemme qu'on a avec tout ça, il faut les changer 1 fois par mois.
tous les filtres que vous avez qui sont comme ça, alors ils sont vraiment top, mais n'oubliez pas de les changer, parce que si vous oubliez de le changer une fois par mois, puis vous buvez tous les jours de l'eau dedans, tout ce qu'il y a là-dedans se remet dans l'eau. Économisez pas sur les filtres. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont des trucs Brita, mais je peux vous garantir que ça fait 2 mois, si ce n'est pas 3 mois des fois que le filtre il est dedans. Et ça, c'est la pire ânerie que vous pouvez faire parce que il a pris tout ce qu'il fallait au début, il a fait son boulot impeccable, puis quand il était plein, ben il remet dedans. D'accord? Alors si vous avez un combine avec un filtre, changez-le. Quand vous dites de le changer tant de temps, changez-le. C'est qu'il y a des raisons. C'est pas une invention, c'est pas pour vendre, c'est que le filtre n'est plus OK avec sa fonction. Alors oui, le filtre en lui-même, il est bon, ouais. Après, c'est le pot qui est un peu volumineux, mais voilà. C'est pour ça que cette gourde, je l'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, une autre. Concernant le syndrome du côlon irritable, le fait de faire ces 6 semaines avec ces aliments qu'on doit consommer puis qu'on ne doit pas consommer, ça fait que l'estomac devient étanche et puis ensuite on a de nouveau une vie entre guillemets normale. Normal dans le sens que tu vas récupérer plein de peps, plein de choses que tu n'es plus habitué. L'histoire, c'est de se remettre en ordre de bataille quand on n'est pas habitué. Il y a des gens qui nous disent qu'ils vont bien, mais quand certaines analyses qu'on fait, on se rend compte qu'ils vont pas bien, mais ils s'en rendent même plus compte. Et le jour où on commence à aller mieux, c'est là qu'on se dit, ah bah tiens, j'ai la pêche, je dors la nuit, je me lève le matin, je suis pas fatigué, je suis capable de travailler 8 heures par jour sans trop de soucis, je suis toujours au taquet. Vous voyez, l'histoire, elle est là. Là, c'était surtout par rapport au maux de ventre, au maux Ouais, ça devrait d'estomac. passer. Voilà, Ça doit passer. parfait. D'accord. Ouais, parce que c'est la flore intestinale qui fait ça. Ou par exemple tu mets trop comment ça s'appelle, de produits laitiers, ça peut faire ce genre de truc parce qu'il n'y a pas assez de. Là, je vais te dire, prendre des probiotiques dans ce sens-là. D'accord. Les probiotiques vont aider à mieux digérer le kéfir. Pour ça, est parfait. Hein, celui qui a le temps de le faire à la maison, mais faites-le. Hein, ça vous coûte 2 fois rien. Mais tu parlais de l'artichaut pendant la conférence. Ouais, alors l'artichaut, si vous achetez ça en boîte, parce que je sais que beaucoup ne le feront pas, achetez-le avec, comment ça s'appelle? Où il baigne dans l'eau, pas dans l'huile, hein, dans l'eau. Il y en a un qui baigne dans l'eau, à la Migros en Suisse, je sais qu'on le trouve dans l'eau. Et ça, c'est très important. Pas celui qui est Gusti, Made in Italia, avec 300 litres d'huile dedans, qu'on ne sait pas d'où ça vient. D'accord. Donc Dans l'eau. simplement de l'artichaut, c'est pas nécessaire de prendre des capsules d'artichaut, je sais pas. Non, après, de nouveau, c'est une histoire. Si tu prends de l'artichaut avec une salade on a vu là, il y avait la betterave rouge avec 2-3 morceaux d'artichaut. Tu prends un œuf à midi, ben, tu as fait ton dîner. Hein. Tu as presque fait ton dîner, je veux dire, là, quelque part, ou le souper. D'accord? Ouais, et ça, c'est d'accord, important, mais- je veux dire. Hein. Il faut juste faire attention à ça. Merci. Service. Roland, j'ai une question. Oui. As-tu connaissance de ça? Ouais, bien J'ai sûr, reçu c'est une ça il n'y a allemande. pas longtemps. Faut le lire. C'est vrai, c'est intéressant. Oui. Alors, la dame qui a fait ça, c'est une Allemande qui était, on va dire, au cours de médecine et elle s'est rendue compte justement que entre l'intestin et le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai dit avant, si on a la trouille, alors faites le compte, il y a des fois que vous avez eu peur d'aller en quelque part ou peur d'aller voir un patron ou peur de faire je sais pas quoi, étrangement, on va aux toilettes très souvent. D'accord? Mais ça vient de ce phénomène-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça passe là, puis tout le nerf vague. Ça veut dire si votre intestin n'est pas au clair, puis qu'admettons, ils viennent vraiment pas bien, les mauvaises cellules sont capables de monter jusqu'au cerveau. Et c'est là qu'on parle des fois de Parkinson ou d'Alzheimer.
ça veut dire qu'il dépasse la barrière encéphalo, je sais plus, la barrière de l'encéphale. Et ça, c'est la barrière de l'encéphale, si on veut bien, c'est la dernière barrière qui nous laisse pas aller les bactéries dans le cerveau. Si là, il y a un trou, ben, on arrive avec l'Alzheimer, Parkinson et compagnie. C'est là qu'il faut faire attention. Si on prend la base de l'intestin puis qu'on le rend étanche, c'est pas possible que ça monte jusque-là. C'est pas possible. Et ça, vous l'avez dans le bouquin, ça c'est clair. Mais l'histoire qu'il y a... Ouais, non, alors c'est vraiment, il est vraiment bien. Bon, il y en a d'autres, mais il est vraiment bien pour expliquer aux gens, parce que ça, c'est pas le genre de truc que tous les médecins, malheureusement, vont pas encore. Il y a des médecins qui ont une 60aine d'années, eux, ils sont encore dans l'intestin fait caca, pour imaginer le problème, d'accord? Ils connaissent un petit peu ça, mais ça fait, on va dire, à peu près 25 ans que c'est relativement étudié par des chercheurs. Maintenant, ça arrive au jour, mais on se rend compte qu'en réglant ce problème-là, ben, on règle énormément de problèmes. Mais énormément de très problèmes. révélateur. Hein. Oui, c'est le charme. Ouais, Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Ouais, c'est ça. Parce que certains, ils veulent rien en savoir parce que dans leur tête, alors c'est vrai que malheureusement maintenant, enfin heureusement ou malheureusement, on fait beaucoup de spécialistes. Ça veut dire que celui qui est spécialiste du cerveau, il va peut-être pas aller chercher savoir ce que l'intestin fait. Et celui qui est spécialiste de l'intestin, il va avoir un intestin comme ci ou comme ça, mais il va peut-être pas réaliser que c'est ça, à cause de ça qu'il a l'Alzheimer, parce qu'ils sont tous spécialisés spécifiquement. Et le docteur Joyeux disait à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de faire ça, il faut qu'ils recommencent à étudier l'humain dans sa globalité. Et si on étudie l'humain dans sa globalité, à un moment donné, on va se rendre compte que ça pose des problèmes avec ça, et ça, d'autres avec ça. On règle un peu tout ça, étrangement, on va mieux. Parce qu'à partir de 45-50 balais, c'est là que ça commence à pécloter, étrangement. D'accord? Et si on ne règle pas là... Mais il faut régler ce problème-là, ouais. Parce que si on ne règle pas là, après on commence dans le mauvais sens, médicaments, les cancers chez les dames, cancer du sein, etc., qui vient des phytoestrogènes. Aujourd'hui, j'ai vu passer un truc sur Facebook qui disait « Oui, il faut prendre du soja, c'est bon. » Alors, je ne dis pas que c'est mauvais. Le problème qu'il y a, c'est qu'à la ménopause, on l'a vu l'autre jour, ça fait grimper les oestrogènes à 200 à l'heure. Si vous êtes en baisse avec les progestérones, ça ne sera pas bon. Et pour les mecs, c'est pas bon du tout. D'accord? Mais ça, ils ne disent pas parce qu'ils veulent vendre. C'est tout. C'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Revenez à Néandertal. Enfin, plus ou moins. Ça veut dire de réfléchir, de se dire, si je vais chez le maraîcher du coin, il a fait son truc. Quand les cerises seront passées ou les framboises, c'est pas de racheter des cerises, des framboises et des fraises en plein hiver. Ça sert à rien. D'accord? Il faut revenir, l'humain il est fabriqué, nos gènes sont fabriqués pour ça, on sait quand c'est bon et quand c'est moins bon. L'été on devrait prendre un tout petit peu de poids, pourquoi? Parce que l'été on a les fruits, etc. Et l'hiver quand il n'y a plus, en théorie on devrait perdre du poids. Pourquoi? Parce que quelque part on n'a plus de fruits, ça veut dire qu'on va manger certains légumes comme choux, céleri, ce genre de choses. Point. D'accord? Mais maintenant, on ne fait plus la différence parce qu'on va tout le temps au magasin. Votre frigo à la maison, je pense que si je viens chez tout le monde, il est plein. Vos placards sont pleins et dans le temps, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas de frigo. Allez, il faut juste revenir un tout petit peu à réfléchir comment on fait. Et c'est là qu'on se rend compte que l'erreur, elle vient de chez nous, elle ne vient pas de l'industriel. L'industriel, il a compris comment nous manipuler, c'est tout. D'accord? Et ça, c'est important. Avant, Bertrand souriait pour l'histoire de la salade, mais je pense que parmi tous qu'on est là, on a tous fait la même tuile une fois de temps en temps d'acheter cette salade parce que ça va plus vite. Mais ça ne coûte rien d'acheter une salade et puis de la mettre dans le bazar. Ça coûte 5 minutes, c'est tout. Mais on perd ce temps-là. On croit qu'on gagne du temps, mais en fin de compte, on n'en gagne pas. Et en plus, il n'y a plus de questions pour ce soir. À la semaine prochaine pour ceux qui le veulent. Ouais, exact. Alors, comme je l'ai dit avant, c'est tout ce qui est TDAH. Hein, ça va être une suite continue, en parenthèse, de ce fameux intestin, parce que vous allez vous rendre compte, en lisant ce fameux livre, et moi-même, qui est préfacé à un livre qui s'appelle La drogue cachée, en parenthèse, qui vient de Madame Affaire, qui a fait un livre
sur les enfants TDAH. On s'est rendu compte que c'est très souvent sur tout ce qui est additif alimentaire, tout ce qui est phosphate alimentaire, etc. Voilà pourquoi c'est ce qui nous pose aussi des problèmes. Et ouais, je suis vraiment content aussi de faire cette conférence qui va être, vous verrez, très intéressante. On aura peut-être une surprise pour vous, mais je ne peux pas vous la garantir, alors je vous en parle pas trop. Vous le verrez sur le flyer s'il y a cette surprise dessus. Alors, il y a peut-être un éminent médecin qui est OK de faire une conférence, mais l'histoire, c'est une histoire de temps. Et alors, si on arrive à le faire, bah, tant mieux. Et puis voilà. Alors, j'espère que tout le monde passe une bonne soirée et puis que ça vous a plu. Merci, Et très puis, intéressant. belle Merci. soirée à vous. Merci. À tout bientôt, à lundi. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au Au revoir. revoir.